Chers amis de TV Liberté, merci de nous retrouver pour la suite de cet échange avec Laurent Ozon. Laurent, on va repartir exactement du point que nous avons laissé. Donc, ces choses pas très agréables à voir. Un moment, cet affrontement qui est un moment où cette conflictualité qui va venir de deux forces qui sont déjà en train de se coaguler. La question, c'est les forces en présence. Tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train d'arriver dans moi j'ai employé le terme de déglaciation, mais dans cette resynchronisation. Si tu veux, il y a un échiquier, pour parler en termes de stratégie, un échiquier. On sait qu'à un moment, ça va caleter. La question, c'est ça va caleter dans quel sens ? Qu'est-ce qui est en train de... Quelles coagulations sociales sont en train d'avoir lieu selon toi ? Alors, ce sont pour l'instant des besoins de coagulation, c'est-à-dire qu'elles naissent cette coopération sous stress maximal, ces phénomènes cycloniques qui mettent en mouvement des colères et qui créent des liens, qui créent en même temps des besoins d'alignement de discours, de synchronisation sociale, d'alignement, etc. Elles ne sont pas encore arrivées à maturité. Et comme on le disait dans notre précédente émission, elles ne sont pas arrivées à maturité parce qu'il manque encore des éléments clés, en fait, à la coalition, en quelque sorte, la fusion sociale qui est en train de s'opérer. Je parle de fusion sociale parce que c'est le passage Là, on peut parler d'organicisme social. Tu faisais référence au discours qu'on avait entendu pendant la crise du Covid. On avait entendu, je me souviens, Rachel Kahn, la sous-philosophe macronienne, venir nous expliquer sur un plateau qu'il était absolument normal que les gens réfléchissent comme s'ils appartenaient à un organisme collectif, etc. etc. Et donc, on sait tous, pour tous les gens qui ont un petit peu étudié l'histoire des idées, savent que l'organicisme social, cette idée que le corps social forme un organisme vivant qui est plus que la somme de ses parties, pour faire simple, appartient historiquement à un conservatisme, on va dire, à minima, à minima au conservatisme social en France. Même ce coup-là, ils nous l'ont fait. Voilà. Et là, on a eu déjà une velléité très claire à ce moment-là, de la part de Rachel Kahn. Mais bon, Rachel Kahn n'a pas. C'était quand même de la philosophie pour les nuls, mais elle était quand même sur un plateau de télévision d'une grande chaîne publique pour pouvoir le faire. Donc voilà. Cette idée donc de faire entrer les gens dans une logique en fait d'organicisme social auquel ils devraient évidemment sacrifier leur individualité, leur liberté, leur intérêt individuel, voire familial, etc. C'est quelque chose qui ne vient pas de nulle part. Ça vient d'un phénomène qui est un phénomène qui existe bien et qui a été lui aussi bien décrit, qui a été bien analysé, notamment par Heiner Mühlmann, par Bason Brock, etc. C'est le fonctionnement des collectifs de culture. Qui sont pris dans des processus qu'en psychologie on appelle auto-renforcement, c'est-à-dire accentuation de leurs traits préalables dans des formes d'organisation qui sont dans la continuité de ce qu'ils étaient avant, mais qui prennent un tour plus dur, plus homogène, plus violent, plus intense à tout point de vue, et d'une façon plus générale. Et c'est le passage en fait du groupe comme, je dirais, collectif de collaboration plus ou moins lâche, plus ou moins régulier, plus ou moins intense, à l'apparition d'un organisme social qui va se manifester dans l'histoire comme tel. C'est cette culture prise dans un moment de... C'est ce collectif pris dans un cyclone coopératif qui leur fait peur et qui les inquiète. Et c'est en même temps ce collectif-là les inquiète parce qu'il appartient pour eux précisément au phénomène des collectifs de culture. Toute la pensée d'un Adorno, d'un
d'un Popper, par exemple, etc., vise à montrer en fait fondamentalement que les collectifs de culture aboutissent toujours dans l'histoire à des sociétés qui sont des sociétés magiques, bref, dans lesquelles les pouvoirs, la façon dont se structurent les pouvoirs débouchent sur Auschwitz, pour faire simple. Oui, tout à fait. Et donc, tout collectif de culture, dans l'esprit de ces gens-là, tout collectif de culture en phase d'auto-renforcement, c'est-à-dire se sentant menacé dans le cadre d'un processus d'unification sous la menace, sous l'impact d'un stress vital, va produire en fait un phénomène qui aboutit en fait in fine à Auschwitz. Et tout leur discours se construit maintenant depuis 50 ans sur le fait qu'il faut sortir, il faut désactiver en quelque sorte. Il faut. C'est toute la dynamique du patriotisme constitutionnel à la Habermas, etc. Tout à fait. Il faut en quelque sorte faire sauter, je dirais, les mécanismes des communautés de culture pour en quelque sorte administrer en fait aux communautés de culture des éléments qui empêchent en fait des immunosuppresseurs, des suppresseurs d'immunité. Comme ceux qu'on administre à quelqu'un qui vient d'avoir une greffe. Quand on a une greffe, pour empêcher le corps de rejeter la greffe, on administre des immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs détruisent ou s'attaquent à l'immunité du corps et empêchent le corps de rejeter la greffe. Donc là, globalement, la guerre qui est menée contre les collectifs de culture depuis maintenant plusieurs décennies, c'est une guerre qui s'attaque à tous ceux qui, chez les collectifs de culture, les font se penser comme des ensembles de vie, des ensembles... Voilà. Et donc l'organicisme politique, c'est l'abomination de la désolation pour ces gens-là. Sur le plan des logiciels politiques, ça renvoie au nazisme, au fascisme, à toutes les épouvantes de l'histoire. Et quand ils y font référence, cas de Rachel Kahn, en réalité, c'est une autre notion, c'est le parti de l'ordre. Et c'est ça qui est frappant, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont construit le démembrement des collectifs de culture pour les réorganiser, on va dire, et avec administration d'immunosuppresseurs à haute dose par l'immigration, par la culture, par la symbolique, par la déconstruction des murs porteurs des murs porteurs de la culture populaire sur les questions sociétales, etc., etc. Parce que moi, je n'analyse pas les questions sociétales du point de vue de la morale, je les analyse du point de vue politique, c'est-à-dire du point de vue du fait qu'ils constituent les murs porteurs d'un collectif de culture, c'est-à-dire d'une culture collective commune, et qu'ils sont nécessaires en fait. Ce sont des subjectivités, mais des subjectivités vitales, qui sont indispensables au fait que les peuples puissent tenir ensemble, car s'ils ne tiennent plus ensemble, alors ils meurent. Et bref, donc ces gens-là ont construit tout leur discours là-dessus, et se retrouvent finalement au bout du bout, confrontés eux-mêmes, je dirais, à des adversaires géopolitiques ou à des difficultés de réorganisation, puisqu'une fois qu'on a démonté, il faut reconstruire quelque chose, ou du moins tenter de faire quelque chose qui tienne à peu près debout, se retrouvent en train de finalement tenir exactement le discours qu'ils ont dénoncé pendant 30 ou 40 ans. On voit des popperiens nous expliquer aujourd'hui, tranquillou, qu'il va falloir se sacrifier pour le collectif, qu'il va falloir arrêter de se penser comme un individu, mais comme membre d'un groupe. Et ils ont commencé sur ce terrain-là. Je pense qu'ils ont dû avoir quelques lumières, qu'on a dû leur allumer quelques lumières sur le banc de touche pour leur dire « Bon, calme-toi avec ça quand même, ma cocotte, parce que tu sais pas où tu mets les pieds et on va se le prendre dans la gueule à un moment ou à un autre. » Bref, on est vraiment à ce moment où les gens qui ont déconstruit les collectifs de culture, précisément au nom de cette lutte contre le gros animal social collectif qui se met en mouvement lorsqu'il a peur et lorsqu'il se sent menacé, sont contraints eux-mêmes de réactiver en quelque sorte des stress coopératifs et de le faire de façon purement virtuelle pour s'attaquer en quelque sorte ou créer un climat de guerre civile interne et faire contrepoids aux coopérations sous stress vital normal dont je suis en train de te parler, dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, ils voient la population prise par une sorte d'instinct de mort, au sens de Mesrine, et cette population sous instinct de mort, qui, comme la bête chassée, commence à sentir l'odeur de la mort,
Ou comme ces fameuses troupes dans Sun Tzu qui ne peuvent pas regagner leur foyer, tu sais, dans l'art de la guerre de Sun Tzu, les fameuses troupes. Les hommes contre la montagne, les hommes contre la rivière. Les hommes, voilà, ceux-là à qui on empêche de regagner leur foyer. Alors face à cela, ils essayent de reconstituer par les moyens de l'État, vaste question, hein, de quel État parle-t-on, qu'est-ce que c'est que cet État dont on parle, par les moyens de l'État, par les moyens des médias, bref, par l'ensemble de leur technostructure, visent à essayer de reconfigurer en quelque sorte une nouvelle instrumentalisation des collectifs de mobilisation contre cette peur qui monte, cette angoisse qui monte de la population. On a donc là à nouveau un État qui se comporte comme tous les États totalitaires avant lui, avec des gens à sa tête qui ont pourtant construit leur légitimité devant l'histoire et leur construction politique avec l'Union européenne, etc., sur le rejet des collectifs de culture à qui ils prétendaient fournir une alternative. Le collectif de culture a un pouvoir qu'ils ont toujours réduit à la contrainte, et ils ont réduit tout type de contraintes politiques au système concentrationnaire. Si tu veux, c'est la phrase, je trouve très juste, d'Alain Finkielkraut, habité et abéti par Hitler. Tu veux, à titre personnel, moi, si tu veux, moi je viens d'une tradition de l'antifascisme des années 30, c'est-à-dire l'antifascisme qui a terminé interné à Dachau, donc j'estime avoir le droit de le dire. L'antifascisme dans les années 60, quand il n'y a plus de fascistes en face, si tu veux, c'est un sport de fillettes. Tu vois, l'antifascisme, l'antifascisme intéressant, tout comme d'ailleurs l'antitotalitarisme intéressant d'un point de vue intellectuel, c'est celui des années 20-30. L'antitotalitarisme de gens qui ont avant tout entendu siffler des balles de tennis, si tu veux, m'intéresse déjà beaucoup moins. Mais tu te rends compte qu'ils ont fait une obsession totalitaire pour dire il ne faut plus de verticalité, il faut entrer dans la logique de l'administration des choses, car la logique verticale et institutionnelle est une logique qui est une logique de contrainte, et toute logique de contrainte est une logique meurtrière. Et meurtrière de qui ? De la minorité, évidemment avec l'assentiment de la majorité qui elle est toujours coupable, ce qui est une mécompréhension totale des systèmes concentrationnaires du XXe siècle, qui sont des systèmes minoritaires. D'ailleurs, théorisés comme tel chez Lénine, l'avant-garde, le parti bolchevique est l'avant-garde du prolétariat, c'est pas le prolétariat qui fait le système soviétique, et également, même si différemment, dans le cadre allemand. Il est l'avant-garde, comme dans le nazisme, le Führer représente la Volksheit, hein, c'est-à-dire la populité, c'est-à-dire l'essence du peuple avant même qu'il ait conscience de sa propre essence, d'une certaine façon. Tout à fait. Alors, si tu veux, on prend des logiques qui, en réalité, sont des logiques de tyrannie de la minorité. De tyrannie de la minorité intolérante, qui l'emporte toujours face, justement, à une majorité qui est accommodante, parce que, comme elle assume le principe de réalité, elle préfère s'accommoder des violents pour dire, écoutez, on a moyen de vivre ensemble, après tout, nous, on a le poids pour nous. Mais, si tu veux, par le caractère, je dirais pas amorphe, je dirais lent du phénomène de masse, la minorité intolérante gagne souvent. Aujourd'hui, l'islam sectaire, pas l'islam tout court, mais l'islam sectaire dans un certain nombre de pays repose exactement sur le même problème. Tu vois, c'est la minorité tyrannique. Et au lieu de l'analyser comme ça, on a rejeté sur, et ça, il y a dans particulièrement La Société ouverte et ses ennemis, qui est un écrit de circonstance qui ne résume pas la totalité de l'œuvre de Popper, mais qui est, comme c'est un écrit facile, c'est celui que les élites occidentales qui ont un besoin de rattrapage culturel à cause de la liquéfaction des anciennes humanités, c'est pour ça qu'ils se sont jetés sur des œuvres faciles. Ils se sont jetés sur Sternel, ils se sont jetés sur l'idéologie française, ils se sont jetés sur La Société ouverte et ses ennemis. C'est-à-dire une espèce, comme le dit encore Alain Finkielkraut intelligemment, une espèce de pif-paf, tu vois, où l'histoire du monde est un roman de gare, où, au coup de bol, ils ont le bon rôle. Le bon rôle contre qui ? Contre les majorités, comme le disait très bien monsieur Daniel Cohn-Bendit, spécialiste des questions scolaires et penseur politique à 16 heures, quand il hurle dans une de ses vidéos de propagande de manière hystérique, la démocratie, c'est la protection de la minorité contre la majorité. Ce qui ne veut strictement rien dire. Et aujourd'hui, tu as cette logique
au lieu de voir que cette logique fractionnaire qui détruit le corps social profondément doit être arrêtée, aujourd'hui on va flatter les minorités intolérantes pour avoir la peau de ce qui est le but de toute oligarchie voulant se maintenir, qui est la peau, non pas de la majorité consentante, mais de la majorité qui est d'autant plus lente à la prise de conscience politique que c'est elle qui subventionne tout le monde parce que c'est elle qui assume le principe de réalité. C'est elle qui rend la vie collective possible. Et c'est pour ça que cette, aujourd'hui, nouvelle majorité se recoagule, prend conscience, et ça a été terrible pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire ces gens qu'on a humiliés, les caissières, les machins, etc. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte que c'était sans eux qu'on ne pouvait pas vivre. Alors qu'il y a des tas de professions, commentateurs politiques entre autres, journalistes entre autres, sans lesquels, un monde avec ou un monde sans, on ne voit pas beaucoup la différence, mais si on la voyait, il n'est pas dit qu'on pencherait nécessairement pour le monde avec. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une prise de conscience d'une part de la majorité que, en réalité, elle a un rôle, et que le monde n'est pas fait uniquement que de minorités revendicatrices, dont une partie du pouvoir qui la domine, dont le pouvoir qui la domine joue l'arbitre entre les minorités sur le dos de la majorité, c'est elle qui paye. Et c'est ce phénomène-là, profondément, qu'on a appelé populiste. C'est-à-dire, merde, tu vois, dans le marxisme, tu as le passage classe en soi, classe pour soi, eh bien, tu as peuple en soi, peuple pour soi. C'est-à-dire, ils se rendent compte qu'ils existent. Et pour nous, c'est insupportable, parce que ça remet en cause notre légitimité morale de dominant, mais surtout, derrière la légitimité morale, ça remet en cause des intérêts très matériels, et l'ultra-violence des élites occidentales contre leur population ces 5 dernières années ne peut pas s'expliquer autrement, sauf à être une sorte de passage totalement dans l'irrationnel, il y en a, par les logiques que tu as très bien vues de paranoïa en miroir. Mais je pense aussi qu'une partie de l'élite occidentale se dit on a eu tort de gaver les populations occidentales d'un discours sur les droits et la démocratie et le civisme, parce qu'aujourd'hui il nous revient dans la gueule par rapport à ce qu'on est. Là, je termine juste par un exemple. Tu as un des penseurs mondialistes qui est d'ailleurs assez oublié, qui est Jean-Marie Guéhenno, qui s'est permis une réflexion qui aurait pu lui coûter très cher si c'était pas sur Twitter et que tout le monde s'en était foutu, si c'était dans un de ses cénacles, en disant la démocratie contre autoritarisme, comme nous occidentaux on aime bien, est-ce qu'on n'oublie pas que nos sociétés peuvent être aussi un peu pourries? C'est-à-dire que même ces gens-là qui ont fait toute leur carrière en flattant le système qui les a fait vivre, se rendent compte qu'il y a une part du discours qui passe plus. Alors, au-delà de cette question, il y a un point qui m'intéresse, sur lequel j'aimerais bien avoir ton avis. C'est la question de l'État, précisément. On s'interroge beaucoup sur la nature de l'État, en fait. Qu'est-ce que l'État finalement, est-ce que l'État n'a pas toujours été ce qu'il est, ou ce qu'il redevient aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas vécu, en quelque sorte, dans une bulle temporairement, je dirais, d'un État temporairement affaibli ou temporairement distrait ou temporairement bref, et finalement est-ce que la question de l'État ne redevient pas une question centrale? J'en arrive à l'idée que fondamentalement on assiste non pas à la création d'un nouvel État totalitaire, à quelque chose qui a été qui est nouveau de notre histoire, mais simplement au retour, à l'éternel retour, en quelque sorte, de ce bon vieux monstre froid dont parlait Nietzsche, celui qui, globalement, se tient en dehors de la bataille, qu'il organise et qu'il est capable de faire négocier une fois que 80% des soldats ont été trucs, celui qui organise des campagnes sur les enfants aux mains coupées par les soldats allemands pour que le petit breton du fin fond du Finistère ait envie d'aller se faire trucider au fin fond des Ardennes, etc. Et c'est cet État, en quelque sorte moderne, plus que le collectif de culture, qui a pour moi toute
la beauté, la dignité, la naturalité en quelque sorte, porteur du bien-être naturel de l'état d'organisation idéal et naturel de la population, c'est l'État qui pose problème. Et donc là, tu me vois venir, j'avance avec tout doucement sur un logiciel qui fait se rencontrer, avec mon écologisme bien connu, qui fait se rencontrer une forme de souverainisme, puisque je me considère comme comme souverainiste, et une forme d'anarchisme, puisque je considère que la question de la souveraineté ne doit pas être pensée à l'intérieur de l'État, et que l'État lui-même est aujourd'hui, comme il l'a été dans le passé, du point de vue de la question souverainiste, fait partie du champ des problèmes, plus que du champ des solutions. Ça ne te surprendra pas que autant j'accepte tes arguments, autant je ne suis pas totalement d'accord avec. Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, si tu veux, par contre, je comprends totalement ton point de vue. Le problème, c'est qu'en termes d'idiosyncrasie, moi, tu vois, je viens d'une double hérédité. Je viens d'une hérédité qui a trait à la piraterie, et donc de gens qui ont revendiqué qu'ils ne respectaient ni l'État français ni l'État britannique, entre lesquels ils faisaient du trafic d'alcool. Tu vois, mon aïeul direct était celui que dans la Manche on appelait le capitaine, Frédéric Frigou, qui était l'un des pirates trafiquants d'alcool, et qui n'a pas fait que des choses jolies comme du trafic d'alcool ou de bétail, qui aurait certainement refroidi suffisamment de monde pour avoir une très mauvaise réputation. Mais de l'autre côté, je viens par le clan Rougeron, de gens qui si tu veux, qui viennent du Massif central, qui viennent d'une culture du cheval, Maréchal Ferrand entre autres, et qui ont pu servir la France, et en servant la France, s'émanciper des tutelles privés qui portaient sur eux, qui ont été portés sur eux, tu vois. Et si la méritocratie étatique n'avait pas tendu la main à ma famille, nous serions toujours écrasés par les confréries et les ordres, entre autres des maréchals Ferrand, qui a quand même poussé un de mes aïeux au suicide pour dette. Tu vois, il n'y a pas que, si tu veux, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Il y a le peuple, il y a l'État, mais la modernité a créé un corps entre les deux, ce qu'on appelle la société civile chez Ferguson. La société civile, c'est quoi ? Ce sont les gens qui sont délégataires de pouvoir privé sur le peuple. Le peuple, c'est celui sur lequel le pouvoir s'exerce. Or, il y a, et ce soit dit sans absolument critiquer ta vision, mais il y a dans une part de ta vision un christianisme qui s'ignore. C'est-à-dire que l'État est d'un côté, je te dirais, il y a une quatrième naissance de l'État chez toi, c'est de porter les péchés, tu le dis toi-même, par rapport à la communauté de culture. Tu vois ? Mais si tu retires l'État comme porteur de péchés, les péchés retombent sur qui ? Sur ce que tu appelles la communauté de culture. Tu vois ? Parce que l'État, comme organe de survie collective, est obligé de se salir les mains, par nature, et d'être détesté par nature. Ce qui est un rôle social. Tu vois ? Et justement, il y a une manière de vivre l'État. Tu vois, et si tu prends les crises qui nous ont occupés, beaucoup de pays ont réagi sainement, de manière étatique, à la crise sanitaire, et réagissent sainement, par une géopolitique saine, tu vois. Alors, est-ce que c'est l'État le problème, alors que l'État est une forme aujourd'hui beaucoup plus poussée dans certains pays asiatiques que je connais bien qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, ou est-ce que ce n'est pas la modernité décadente occidentale qui a le visage que tu penses ? Tu vois ? Alors, d'où la distinction que je te remercie d'avoir identifié
mon inconscient chrétien. J'en ai été légèrement surpris. Moi, pas tant que ça. Moi, pas tant que ça. Pour te répondre, je distingue, comme tous les mots ne sont pas les choses. Et donc, quand on essaie de définir quelque chose avec un seul mot, on essaie finalement, probablement, de définir des réalités différentes en essayant de faire entendre une réalité différente comme définition principale d'un mot avec lequel une autre personne cherche à faire entendre une autre réalité qui elle aussi existe. Donc on a un seul mot pour désigner des réalités différentes, c'est un peu gênant. Et donc je distingue en fait un état, pour faire simple là encore, parce que sinon ça nous emmènerait loin, je distingue, j'ai une notion qui m'intéresse beaucoup, qui est cette notion d'état caché. Qu'on retrouve avec cette idée de souverain caché aussi dans les vieux mythes politiques en Europe, dans l'ensemble d'ailleurs du monde indo-européen, puisqu'on le retrouve aussi bien en Iran, dans l'islam chiite avec le 12e imam qui est caché, on le retrouve dans le catholicisme avec le grand monarque, on le retrouve dans l'histoire de l'Europe à des dizaines de fois avec cet empereur caché dans le Kyffhauser dans la montagne, qui va revenir à la fin des temps pour rétablir l'ordre et la justice, ou Arthur. C'est le cas d'Arthur. C'est le cas d'Arthur, etc., etc. On le retrouve au Portugal, on le retrouve avec Venceslas aussi chez les Polonais, etc. Cette idée que dans la forêt, au sens métonymique du terme, pas métaphorique mais métonymique du terme, dans la forêt, c'est-à-dire dans le foris, forest qui se tient à l'extérieur de l'ordre en place de la cité, existe néanmoins, au-delà de cet état qui prend sa charge, je dirais, dans les inévitables et désagréables affaires de ce monde, il existe un ordre juste, plus juste, un état qui incarne la possibilité de réunir ensemble la justice et la force, et cette volonté de défendre, d'incarner la loi naturelle du peuple, c'est-à-dire la politique de sa bonne conservation. L'époque où la France, au temps de Louis XIV, pouvait être la première puissance mondiale, en même temps que 80% de la population française ne parlait pas un mot de français, cette période est déjà beaucoup plus intéressante pour moi. Non pas parce que je suis passionné par le fait qu'on ne parle pas le français, mais par le fait qu'un État était capable de concilier de la puissance tout en laissant une existence organique différenciée aux populations qu'il composait. Bref, je ferme la parenthèse. Mais pour revenir à cette question de l'État caché ou du souverain caché dans notre histoire, il fait quand même apparaître, et je crois que c'est important de l'assumer, de le prendre en charge, une aspiration très ancienne. Quelque chose qui pourrait nous dire aussi, nous donner des indications sur l'espoir politique dans le petit peuple. Puisque c'est cet État caché, ce souverain caché trouve toujours refuge au milieu du petit peuple, attendant le retour, le renversement en quelque sorte des usurpateurs, ceux qui exercent le pouvoir. Donc l'aspiration à un État pratiquant la politique naturelle de la population, c'est-à-dire la politique de sa bonne continuité dans l'histoire, c'est finalement une aspiration très simpliste et très simple, qui a énormément de puissance, une puissance d'évocation et en même temps Et là, pour le coup, on se rejoint tout à fait, parce que là, il y a quelque chose de très français. Parce que nous, en plus, on l'a systématisé politiquement par des gens qu'on a oubliés et on évite de trop faire appel à leur mémoire. Et d'ailleurs, quand on le fait, c'est pour les salir. Si tu veux, tu as un courant qui est né chez moi, d'ailleurs. Qui est né chez moi, géographiquement, pile. Dans cette région de la Basse-Normandie, qui est le courant du radicalisme, qui est un étatisme anarchisant. Tu vois, la tête de proue, c'est Émile Chartier, qu'on connaît sous le nom d'Alain, qui était le grand instituteur national de la Troisième République et qui disait, parce que vous êtes des citoyens libres, vous devez obéir librement selon le principe de légitimité. Quand vous décidez d'obéir, vous obéissez. Et quand la légitimité n'y est pas, vous avez toute légitimité à reprendre votre part de pouvoir. Et
il le disait d'une phrase qui amusait beaucoup à l'époque, il disait de toute façon qui n'a pas été anarchiste à 16 ans ne fera même pas un bon capitaine de pompiers. Et si tu veux, alors je passe sur une polémique qui m'ennuie beaucoup, c'est que un autre philosophe, avec un siècle après, a trouvé 20 lignes tendancieuses sur une minorité dans le journal d'Alain qui fait 1200 pages, et donc faut tout cramer. Bon, moi, ce type de cancel culture ne m'intéresse que très modérément. Mais si tu veux, il ne faut pas oublier une chose. Tu l'as dit toi-même, il faut regarder le peuple quand il bouge de lui-même. Prends les gilets jaunes, etc. Ou pendant la crise sanitaire, les gens te disent deux choses. Premièrement, ils n'ont pas le mythe de la société civile. C'est le mythe de l'entrepreneur vertueux, du médecin vertueux, de tous ces corps sociaux qui disent non, nous on n'est pas l'État, nous on est des gens vertueux. Je pense que la crise Covid a flingué ce mythe-là. Parce que tu te rends compte qu'il y a toujours un ordre. Et que l'ordre des grandes compagnies ou l'ordre des mafias dans certains coins n'est pas beaucoup plus baisant que l'ordre étatique. Pardonne-moi, j'en prends une expression populaire de chez moi. Tu vois ? Et donc, les Gilets jaunes, par exemple, ont très bien analysé le problème. Parce qu'ont voulu reprendre l'État des mains d'une classe dirigeante qu'ils estimaient dégénérée et pourrie, ce qu'on pourrait appeler le palmadisme ou la palmadisation de l'élite française, ça s'y prête. Et tu as, par contre, quelque chose qui, pour moi, sur lequel nous devons, parce qu'à la rigueur, ce serait un organisme tiers, nous pourrions l'éliminer. Mais tu vois, moi, ça m'amène à la réflexion suivante, et qui parfois me terrorise, qui est que tu as dans une part de l'anthropologie occidentale une faille qui est apparue et qui est devenue une faille béante, qui a créé dans des civilisations, certes recouvertes aujourd'hui par l'américanisme, je l'entends bien, mais des civilisations qui ont été historiquement divergentes, latines, germaniques, anglo-saxonnes, scandinaves, et même slaves ou paraslaves, des types humains corrompus au sens aristotélicien du terme, qui, évidemment, mis à la tête, premièrement, arrivent au pouvoir assez facilement par un système de sélection d'élites déviants qui valorise ce qu'en ponérologie on appelle la sociopathie du pouvoir, c'est-à-dire des gens, et moi je l'ai vu, Laurent, en 17 ans d'expertise politique, j'ai vu les grands seigneurs qui, eux, étaient des étatistes, et qui étaient des mecs assez sains, qui étaient tenus par un civisme romain. Tu vois. Je les ai vus partir. Tu vois, les Pierre Lefranc, les Séguin, les machins, tout ça, je les ai vus partir. Après, j'ai vu arriver les petits mecs, la darmanisation ou la valsisation, les petits mecs. Des petits mecs, comme dirait Gilles Debray, des tireurs de petits coups. Et maintenant, vont arriver les dingues. Et pas uniquement Sandrine, parce que je trouve quand même qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours elle qui dérouille. Mais tu vois ce que je veux dire ? Et malheureusement, tu te dirais, il n'y a qu'un problème français. Tu regardes la Grande-Bretagne, tu regardes l'Espagne, tu regardes le Canada, tu regardes l'Amérique, tu regardes l'Allemagne, c'est-à-dire des civilisations qui, mine de rien, ne sont pas les mêmes, c'est pas vrai, et qui sont arrivées à générer le même type humain dégradé qui, évidemment, quand il prend des moyens impolitiques, joue ce qu'il sait jouer, c'est-à-dire le parasitisme. Or, les Gilets jaunes l'ont très bien compris, ça. Et donc, ils ont eu deux revendications que les commentateurs n'ont pas compris, qu'en réalité, elles sont totalement logiques l'une avec l'autre, alors que les gens disaient, vous voyez, ça prouve que ce sont des gens analphabètes politiquement, ils demandent tout et leur contraire. Non, ils ne demandent pas tout et leur contraire. Ils demandent que le pouvoir étatique leur soit rendu, et que leur part irréfragable de souveraineté personnelle, communautaire, soit respectée. Autrement dit, ils demandent à la fois l'étatisation de certaines choses et la socialisation de certaines choses, ce qui sont deux choses différentes mais qui peuvent aller de concert. Contre qui ? Contre ceux que le général de Gaulle appelait les importants. Le général de Gaulle a écrit sur la révolution néolibérale parce qu'il la voyait venir, c'est ses écrits juste avant de mourir. Il dit
quand la société voudra se venger de la nation. Et aujourd'hui, nous y sommes. C'est les importants, ça correspond en partie à la superstructure marxiste, mais d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire ces gens, les nowhere et les anywhere, c'est ça. Les classes qui s'affrontent chez Gulli, c'est ça. Si tu veux, pour parler comme ce grand métaphysicien, non, pas le professeur Cohen de France Télévisions, l'autre, l'immortel, là, le Highlander, comment il s'appelle ? Merde, Laurent Alexandre. Les inutiles et les dieux, il le prend d'ailleurs à Harari, autre exemple d'équilibre mental. Et si tu veux, ça, ce n'est pas une pathologie de l'État, c'est une pathologie de la société. De la société civile, j'entends bien. Hein. Alors c'est intéressant que tu parles d'Harari parce que c'est tout à fait clair. Harari est un impérial. Totalement. Alors, on peut le dire. Je ne dis pas impérialiste parce que c'est une dimension un peu différente. Ça veut dire un peu autre chose, même s'il est aussi un impérialiste, hein, évidemment, bien sûr. Mais il est avant tout d'être un impérialiste, il est un impérial. Donc il est favorable à, effectivement, à un empire. Donc nous sommes de ce point de vue-là des peuples contre l'empire. Nous sommes du peuple contre l'empire. Ces gens sont l'État aujourd'hui. Quand je parle de l'État, je ne parle plus simplement, je parle de l'ensemble des institutions qui fonctionnent de façon très intriquée dans l'ensemble du monde qu'on peut qualifier d'occidental. Puisqu'il a une tête, et que cette tête est de l'autre côté de l'océan Atlantique. Est-ce qu'on a affaire encore à des États en tant que tels ? Il est probable que, et c'est peut-être là encore un autre aspect de l'État, il reste des États profonds dans quasiment tous les anciens États, devenus aujourd'hui des appendices sans tête de l'État principal. Si j'essaie de, je ne sais pas si tu vois les choses comme ça, mais si j'essaie de me représenter les choses, nous rejoignons très clairement. On a un État qui est un État occidental, qui est d'aujourd'hui clairement impérial, transnational. On a ensuite des États sans tête, c'est-à-dire globalement les infrastructures, l'État profond, c'est-à-dire l'armature du fonctionnement de ce qui reste par-delà les élections, on va dire, pour faire simple, qui continue à faire fonctionner cela, plus des couches qui viennent se constituer autour avec les médias, avec la technostructure, avec les entreprises clés du CAC, etc. Et on a de l'autre côté un État, un peuple contre l'État. À nouveau, il existe des peuples sans État. Nous sommes à nouveau un peuple sans État. Et dans tous les pays occidentaux qui sont confrontés en fait à ce détournement des moyens de l'État contre eux-mêmes pour les détruire, on trouve systématiquement toujours ce besoin en même temps de pouvoir se liguer contre l'État, c'est-à-dire de désigner l'État comme un problème, et en même temps cette aspiration profonde dont je te parlais tout à l'heure, à un État qui prenne en charge leur bien-être et leur survie dans l'histoire. Ils ont bien vu une chose. Là, je reprends une distinction que j'emprunte à un homme qui est, à mon sens, l'un des plus brillants de la nouvelle génération, qui est Baptiste Rapin. L'État, c'est deux logiques. C'est une logique d'administration, tout simplement parce qu'il faut pouvoir assurer la matérialité de la vivance, de la vie en commun, tu vois. Et c'est une logique d'institution. C'est donc une logique anthropologique. Moi, si je respecte l'État, c'est parce que l'État a été capable d'aider à la création d'hommes qui, pour moi, sont... Alors, il est vrai que moi, j'appartiens à la civilisation française, c'est-à-dire que pour moi, la notion d'honneur est une notion cardinale. D'autres vivent sur des notions de concorde, etc., qui sont tout assez respectables. Mais de pouvoir créer anthropologiquement des hommes qui étaient les hommes de leurs mots et de leurs paroles face à leur destin, face à l'histoire. Et à titre personnel, j'estime que ça fait des hommes viables à la protection de la vie, qui est le cœur de tout fait politique. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et aujourd'hui, il y a une appétence pour la dévitalisation qui me terrorise. Tu vois, le culte de la machine froide, etc. C'est-à-dire, moins c'est vivant, mieux c'est.
Typiquement, les débats sur l'IA sont tout à fait sidérants de ce point de vue-là. C'est-à-dire, grosso modo, c'est l'homme qui est... Bon, d'accord, on a compris. L'humanité, c'est 7 milliards de gens. Ok, d'accord. On est en trop. L'homme est en trop dans les débats maintenant, l'homme arrive à être en trop dans les débats anthropologiques. Ça commence à faire beaucoup. Tu vois, ça commence à faire beaucoup. Or, ce que je vois, c'est qu'on a débranché la logique d'institution de l'État, parce que c'est là où l'État est dangereux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé toute une science du management, qui est théoriquement une science anti-étatique par nature, qui vient de la société civile pur sucre. On a créé la gouvernance, on a créé tous ces virus mentaux, ce que j'aime appeler ces mots manipules, tu sais, comme les manipules, ces unités de l'armée romaine de première ligne. Et pour piéger, pour empêcher la logique étatique qui est contrôlée, contrée, édifiée, parce que l'État est aussi un organisme qui cherche sa propre préservation, donc il contrôle des frontières, il contre, il se bat, et il édifie, il crée des hommes aptes à porter la liberté. Parce que sinon, sinon il crève tout seul. Et pour ça, cultiver un certain sentiment anarchiste, tu vois, quand l'État était très puissant en France, tu vois, tu avais une liberté de ton, de parole, de possession, qui aujourd'hui laisse quand même légèrement rêveur. Tu vois ? Mais par contre, ce que le pouvoir impérial a gardé, c'est bien sûr la logique d'administration. Or aujourd'hui d'ailleurs, dès qu'il y a un problème, c'est pas le politique qui te répond, c'est l'administratif qui te répond. C'est-à-dire ce qui est une fonction du politique et de l'État, je te l'accorde bien volontiers, mais qui est quand même une fonction, quand tu es en état de souveraineté réelle, une fonction qui est une fonction, je ne dirais pas subalterne, mais qui est une fonction secondaire. Et aujourd'hui, c'est elle qui tient tout. Au passage, qui tient tout par un phénomène de bureaucratisation, qui est un phénomène, comme l'a très bien dénoncé et illustré David Graeber, entièrement capitalistique. Parce que ceux qui se plaignent de la bureaucratisation due à l'État, qu'ils aillent voir ce que c'est une grande entreprise aujourd'hui. Ça laisse rêveur. Or, le souci, si tu veux, c'est que tout ce mécanisme anti-humain a compris, je pense, toute la faiblesse de... Je n'ai absolument rien contre l'anarchisme, mais pour moi, l'anarchisme est une disposition morale que tout gouvernant doit avoir. C'est-à-dire jusqu'où, pour le bien, ai-je le droit de dominer quelqu'un ? Tu vois ? C'est un questionnement permanent, l'anarchisme. Et je pense que, si tu veux, une partie de nos élites s'est dit une chose qui est très simple. Nous allons... la faiblesse de l'anarchisme de l'anarchisme radical, disons. C'est là où des penseurs comme Stirner gagnent contre des penseurs comme Kropotkin, tu vois. C'est pour vaincre la logique étatique et pour pouvoir nous prendre la caisse, parce que c'est l'état actuel où on est, le plus simple pour nous, c'est de ne pas attaquer l'État de l'extérieur, ce qui a été l'échec de tous les groupes nihilistes, anarchistes, communistes, socialisants, mais de le détruire de l'intérieur en lui imposant une autre logique. Logique qui n'existe qu'en Occident. Le jour où on verra des pays asiatiques, etc., faire de la gouvernance, on en reparlera. Mais pour l'instant, on en est très loin. Or, le problème, c'est que par un système d'auto-cannibalisation au profit de sa caste dirigeante, l'État renonce à l'édification, renonce à l'institutionnalisation, donc devient une administration flicarde et tatillonne, qui fait naître un sentiment de révolte dans les populations, et c'est tout à fait légitime, mais ces populations ne se sont pas laissées berner par une sorte de nihilisme, etc. Elles revendiquent bien leurs deux souverainetés, souveraineté personnelle et communautaire, ça c'est la responsabilité du peuple vis-à-vis de lui-même, et la souveraineté de l'État, parce qu'ils savent que si ce n'est pas eux qui ont l'État, c'est la classe dirigeante qui l'aura. Et à ce niveau-là, qui l'aura et qui les brisera. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des classes dirigeantes compradors, ce qui a trait à différents phénomènes, type de capitalisme actuel, etc. Et surtout, ère impériale, qui fait que tu ne peux pas être l'élite d'un pays européen si tu n'as qu'une allégeance que pour les tiens. Tu vois, c'est d'où mon concept de xénocratie. Hein. Aujourd'hui, c'est l'ère xénocratique de l'Occident, qui sera peut-être la dernière ère occidentale. Parce que tous les peuples réagissent au fait d'être gouvernés par l'étranger.
sauf nous, aujourd'hui. Et ça, tu parlais très brillamment d'immunosuppresseurs. Et ça, tu vois, c'est un immunosuppresseur terrible. Car je rappelle que tout ce qui fait l'étincelle de l'Occident, moi je suis un néo-ancien, il ne faut pas m'en vouloir. Pour moi, l'étincelle de l'Occident, c'est Athènes. C'est un point de vue. Moi, je parlerais plutôt d'Europe, parce que comme tu sais, j'ai développé une critique assez... Enfin, c'est pas une critique d'ailleurs, mais c'est un rappel assez clair pour un certain nombre de gens qui, je crois, utilisent ce terme un peu trop facilement aujourd'hui au Occident. Je ne crois pas que nous soyons l'Occident, nous sommes occupés par l'Occident. Nous sommes ce que nous descendons, ce que nous identifions, et ce qui nous détruit est l'Occident. C'est sa manifestation est l'Occident. Mais ce que nous sommes en dessous, ce sont effectivement des peuples, des cultures, une civilisation, des civilisations qui existaient préalablement et que l'on peut appeler gréco-latine, européenne, française, anglaise, etc. D'Athènes, c'est le refus avant tout. Il ne faut pas oublier que chez les Athéniens, la tyrannie est le régime le plus avilissant pour l'homme, parce que tu n'obéis pas à la loi, tu obéis au caprice. Mais le pire régime, celui devant lequel on ne doit jamais plier, c'est avant tout le régime xénocratique, le pouvoir de l'étranger. Or aujourd'hui, on est arrivé à châtrer les populations au point qu'elles l'acceptent. Et aujourd'hui, y compris, pardonne-moi, dans une part de gens qui depuis 20 ans nous tartinent de la Grèce notre mère, et qui, résultat, aujourd'hui, là j'en ai encore vu un écrire un bouquin contre le nationalisme, parce que le nationalisme c'est l'abomination de la désolation, et qui termine le bouquin par le nationalisme français, quelle horreur, d'accord, ok, mais par contre je suis pro-Zelensky, excuse-moi. Si tu veux, tu as même toute une partie de gens qui ont pourtant, tu parlais du gramscisme tout à l'heure, qui ont pourtant de la suite et parfois de la fuite dans les idées, et qui, par des logiques très matérielles, font aujourd'hui corps avec ce qui les détruit, pour te dire là où on en est. Il faudrait qu'on ait un débat plus spécifique sur ce point-là, peut-être qu'on y reviendra la prochaine fois. Si j'ai encore une minute, je voudrais revenir sur ton idée de xénocratie. Et d'un point de vue immunitaire, l'immunité, c'est la capacité à pouvoir identifier le soi et le non-soi. Et donc, avant l'évidence de l'affirmation xénocratique, c'est-à-dire le fait qu'il existerait une xénographie, c'est-à-dire en clair un autre qui exercerait le pouvoir par-dessus nous et contre nous. Au passage, quand j'entends le concept de xénocratie, je l'entends aussi avec le pouvoir de la machine, qui est un xénos comme un autre. On est d'accord. Alors tu as raison. J'injecte simplement dans ta bout de réflexion cette idée que, précisément, du point de vue immunitaire, le système immunitaire se construit, se manifeste, existe par la capacité à identifier le soi et le non-soi, voire le soi modifié, pour être plus précis. Le système immunitaire identifie le soi, le non-soi et le soi modifié. Et tout immunosuppresseur, c'est-à-dire toute destruction de l'immunité en quelque sorte collective, aboutit au fait que le système immunitaire n'est plus capable de reconnaître le soi du non-soi, du soi modifié, c'est-à-dire ce qui est étranger et ce qui n'est pas étranger. Et donc, évidemment, lorsqu'on en est là, celui qui est étranger peut être le soi, celui qui est proche peut être l'étranger, et donc la perception de ce qui est xénocrate, elle-même est modifiée. C'est parfaitement compatible, je pense, avec ta vision des choses, mais cette approche, je dirais, biologisante, immunitaire, ou en tout cas cette analogie... Elle est absolument nécessaire. Permet de repenser aussi le travail idéologique qui est fait par un certain nombre de forces, qui, globalement, ont fait perdre, et ça peut expliquer beaucoup de choses, cette immunité, on va dire, cette représentation structurée immunitaire claire entre précisément la capacité pour les gens de pouvoir identifier ce qui est eux et ce qui n'est plus eux, ce qui est nous, ce qui n'est plus nous, etc., etc. Et on en est malheureusement là, c'est-à-dire que pour résoudre les problèmes que nous allons devoir résoudre, il va falloir empêcher
la poursuite de l'administration, ça c'est ce qu'on appelle, c'est un combat qui est tout à fait intéressant, de ces immunosuppresseurs, c'est-à-dire il va falloir repermettre à nouveau aux gens de fonctionner avec leur immunité propre, c'est-à-dire non pas une immunité, une immunité forcée, une immunité fabriquée, une immunité artificielle. On retrouve des débats très concrets sur la question du vaccin, qui n'est qu'une immunité temporaire induite. On pourrait discuter de beaucoup de choses sur les vaccins, mais sur les administrations par ARNM, on trouve là cette idée que le corps humain, et d'ailleurs qui s'est accompagné d'un discours contre l'immunité naturelle, hein, il n'y a pas d'immunité, l'immunité naturelle ça n'existe pas, l'immunité de la population, mais qu'est-ce que c'est que cette absurdité, etc., etc. Il y a eu tout un discours au moment où on a cherché à faire accepter cette expérimentation sociale et sanitaire gigantesque avec les vaccins ARNM contre le Covid. Il y a eu tout un discours qui s'est construit contre cette notion d'immunité, qui est un élément de base de n'importe quel scientifique qui a passé le cap n'importe quel type qui a fait 2 ans d'études scientifiques sait comment ça fonctionne. Et donc ce discours contre l'immunité qu'on a entendu pendant la crise Covid, c'est un discours globalement qui correspond lui aussi, qui nous dit aussi quelque chose. Qui nous dit quelque chose. En tout cas, sur cette question sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir, qui est cette question de l'État. Je crois que c'est important aujourd'hui de donner les moyens aux gens, d'une façon générale, de penser l'État sans penser la soumission, de penser l'État sans penser l'homme nouveau, de penser l'État sans penser à forcément ce qui manifeste comme étant l'État aujourd'hui. Il y a un État possible, peut-être que cet État est caché, peut-être que cet État est en dormition, peut-être que cet État est abrité dans le cœur des petites gens quelque part, ou dans les mythes, au fond de la forêt ou de la montagne, mais il y a toujours autour de cette aspiration à un État qui prend en charge le bien-être, la loi naturelle, c'est-à-dire la politique de sa bonne conservation pour le peuple, il y a toujours une attente, et je crois que cette attente, il est important de l'illustrer, de la faire vivre, et aussi de la rendre concrète, sans pour autant se sentir obligé, je crois, je ne dis pas que c'est ton cas, mais sans se sentir obligé de d'assumer la totalité de ce qui est présenté comme relevant de l'État, ou de la logique de l'État, ou de la fonction de l'État à l'ère moderne. Et particulièrement, je pense, depuis un siècle et demi. Je suis moins d'accord avec toi quand tu parlais tout à l'heure du fait que c'était les États occidentaux qui étaient dans ce cas-là. Si tu regardes l'État chinois, je trouve qu'il n'a pas grand-chose à envier au nôtre. Il y a une petite peut-être différence, je crois, c'est que je crois que le Chinois moyen, lorsqu'il pense à son État, il peut certainement parfois le trouver totalitaire, excessif, etc. Mais je crois qu'au fond d'eux, ils ne doivent pas être très nombreux à penser que cet État-là veut les détruire. Et c'est peut-être ce qui change tout. C'est-à-dire on est en train de se retrouver avec un État qui aspire à devenir un État chinois, tout en étant persuadé pour une partie de la population, une partie en croissance de cette population, que cet État veut nous détruire. Je pense que les Chinois n'ont pas géré ce problème psychologique-là, et surtout ce qui produit dans la population. Et puis, si tu veux, il faut bien comprendre que la notion, que le type de notion que nous, on a illustré par bien commun dans toute la partie de la pensée occidentale qui commence à l'ère chrétienne et qui se sédimente au Moyen-Âge, en Chine, la notion de concorde est supérieure. Ce qui ne veut pas dire que leur pensée politique soit inférieure à la nôtre en aucune manière. Elle est différente de la nôtre. Et si tu veux, ce qui fait que des choses que nous n'accepterions pas, ils les intellectualisent différemment, les ressentent différemment. Or, le problème, si tu veux, c'est que je pense qu'il y a là où il y a une vraie différence, c'est que à la fois, si tu veux, l'existence d'une société civile qui est portée par un capitalisme à effet anthropologique majeur, entre autres la généralisation du modèle de l'adolescent, qui est quelque chose de typique du capitalisme occidental. Les capitalismes monopolistiques d'État ont besoin d'adultes.
Ils ont tous les défauts qu'on leur prête, mais ils ont besoin d'adultes. Et malheureusement, a créé, et c'est peut-être ça la vraie spécificité occidentale, c'est que l'os a été atteint. En Asie, ce n'est pas encore le cas, sauf les pays les plus occidentalisés, c'est-à-dire un peu le Japon, un peu la Corée du Sud. Mais si tu veux, je pense malheureusement que ce qui fait la spécificité de l'Occident, c'est que tu vas avoir ce que certains théoriciens militaires, je pense appellent une guerre moléculaire, mais que moi je préfère parler de conflit anthropologique. C'est-à-dire tu as déjà un type d'homme qui va en liquider un autre. J'estime que quand on dit les dieux et les inutiles, dans une société utilitariste, capitaliste, les inutiles, on sait quoi en faire. Hein, on ne veut pas le dire, mais on sait quoi en faire. Et je pense malheureusement que ça fait une spécificité occidentale. Assez frappant d'ailleurs de voir des gens comme Philippe Ollivier, conseiller de Marine Le Pen, copiner avec Laurent Alexandre ces derniers temps sur le thème voilà un grand penseur de l'intelligence artificielle. Un vrai débat, la question de l'intelligence artificielle, sur lequel il faudrait qu'on revienne, et d'une façon plus générale sur la question de ce que tu appelles le souverainisme anthropologique, c'est-à-dire au-delà, si je ne me trompe pas, de la question de la souveraineté au sens classique, être capable de penser aussi la continuité de ce que nous voulons être anthropologiquement. Alors c'est une question qui touche aux vieux stress, notamment l'immigration, mais qui touche effectivement, bien sûr, à ce qu'on appelle le transhumanisme, aussi à une forme de culture woke et à tout ce qui va avec. Et sous cette dénomination de souveraineté ou de souverainisme anthropologique, se profilent des questions qui sont passionnantes, sur lesquelles il faudrait qu'on essaie de revenir à l'occasion. Ouais. Je pense qu'on va demander du rab en termes de temps, mon cher Laurent. Et en tout cas, je te remercie pour tout cet échange et merci à TV Liberté de l'avoir permis. Merci à toi.